bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécial, donc qui va changer la vision de notre relation avec notre animal. On va parler de hiérarchie avec Cédric Dubord, comportementaliste canin et félin avec éducateur. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous? Oui, Ça va merci. bien, merci. Excellent, merci. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ton parcours? Oui, en fait, j'ai commencé dans le domaine animalier à l'âge de 17 ans en travaillant dans des boutiques pour animaux alors que j'avais aucune formation ni connaissance. Je suis juste rentré là parce que j'aimais les animaux et j'aime beaucoup la vente aussi. C'est un petit domaine que j'aime beaucoup. Je rentre là, aucune connaissance, aucune formation. Je me fais dire, ah, ça, c'est des choses à vendre. On vendait des animaux aussi à cette époque-là. Il y avait des chats et des chiens dans des petites cages. C'était pas génial, mais à l'époque, je ne savais pas, moi, je trouvais ça cute. Et j'ai appris plusieurs choses qui étaient malheureusement pas bonnes que je sais maintenant, mais à l'époque, je croyais ça bon. Par exemple, lorsque on avait un petit chiot, je jouais avec je me rappelle du petit chiot husky, j'ai joué avec, tout ça, puis il m'a mordillé. Un petit chiot husky, ça mordille, c'est normal. Et je me fais dire, mordi l'oreille pour lui montrer que c'est toi le boss. Ne sachant pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. OK, je mords l'oreille. Il a pas aimé ça. Il est parti, puis il a plus voulu jouer avec moi. Mais j'ai montré que j'étais le boss. Euh, Moi non plus, j'ai pas aimé ça parce que j'aime pas ça faire mal à l'animal, mais je ne savais pas que c'était pas bon. Je savais pas du tout quoi faire. Et à cette époque-là, j'ai donné beaucoup de mauvais conseils. J'ai convaincu les clients d'acheter des choses qui n'avaient pas d'allure parce que je m'étais fait dire de faire ça. Et lorsque j'ai déménagé, j'ai travaillé dans une autre boutique pour animaux par la suite. Et je me suis fait rentrer dedans un petit peu parce que les personnes étaient beaucoup plus compétentes. Lorsque je commençais à dire des choses, puis hey, ça n'a pas d'allure ce que tu dis, j'ai fait oh, OK. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu me remettre un peu en question. J'ai commencé à suivre des formations, des choses comme ça. J'ai suivi, par exemple, ma première conférence avec éducateur, où est-ce que Daniel Fillon commence à présenter toute la liste des références scientifiques sur lesquelles il se base pour présenter. Je suis comme wow, j'aime ça comme approche. Et c'est là que j'ai fait OK, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, tout ce que je veux faire, je veux que ce soit validé, je veux vérifier ça. Je vais remettre en question toutes les informations que j'ai déjà et toutes les nouvelles informations que j'acquiers pour m'assurer que ce que je dis, ce soit valide ou que je n'utilise pas de la... Oui, c'est ça, basé sur des C'est études, ça. puis que ce soit Alors, crédible. depuis ce temps-là, j'ai commencé à suivre plein de formations, plein de conférences. Je lis plein d'études juste pour le fun de lire des études là-dessus et je remets en question toutes les études que je lis aussi euh, pour vraiment garder une certaine rigueur scientifique. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment changé complètement ma vision et mon approche du comportement, soit d'avoir une rigueur et une approche scientifique en comportement animal pour m'assurer que tout ce que je fais et ce que je dis soit valide. Et c'est pas mal ça. Mais j'ai parti de dire des mauvaises choses, faire des mauvaises choses, à tout me remettre en question. Je faisais plus rien, j'intervenais plus, je faisais juste observer, m'informer avant de commencer à bien intervenir par la suite. Non, ouais, c'est bien, tu avais la curiosité de vouloir savoir plus, puis de te remettre en question à savoir est-ce que c'est bon ce que je fais ou ce que je fais pas. Et c'est ça. Et j'ai eu la chance au moins que ce soit arrivé tôt. Ouais. J'ai pas commencé à intervenir officiellement avec des animaux avant de recevoir la claque au visage de Hey, c'est pas bon ce que je fais. Malheureusement, il y en a beaucoup qui peuvent, des fois, depuis longtemps, des années et des années, n'ont pas eu ce petit wake-up-là ou n'ont pas vu que, oups, c'était peut-être pas la bonne chose et pensent bien faire, veulent bien faire depuis des années aussi. Et lorsqu'on leur dit que, oups, il y a peut-être des petites choses qui sont pas bonnes, ça, c'est très dur de se remettre en question. Moi-même, ça fut très difficile et c'était juste dans mes débuts. Alors, s'il y en a que ça dure depuis des années, C'est difficile de l'accepter. c'est ça, c'est excessivement difficile. Surtout qu'on veut bien faire quand on travaille avec les animaux. Donc, quand on se fait dire que c'est peut-être pas de la bonne chose qu'on fait, de se dire, moi-même, je dis, j'ai fait des mauvaises choses, j'ai donné des mauvaises recommandations à des animaux. C'est pas le fun de se dire, oups, j'ai vraiment. Je pense que ce J'avais- qui est le plus difficile à travailler avec les animaux, c'est vraiment de mettre de côté son ego aussi, Oui. parce que eux, ils en ont rien à
foutre. Puis, tu sais, c'est vraiment de... tu sais, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, de faire quelque chose, puis après ça, de me remettre en question de « Ah, là, c'était pas la bonne chose à faire. » Mais de l'avouer, c'est « Ah, ça fait un petit pincement. » Je comprends. Puis, moi, peut-être que t'as pas réponse à la question, mais est-ce que n'importe qui peut devenir éducateur? Ou ça prend quelque chose, ça prend un diplôme, ça prend des cours pour... Oui et non. Dans le sens, n'importe qui peut se présenter comme intervenant en comportement. Ça prend aucune formation, ça prend rien. Il n'y a rien de régi au Québec ni au Canada pour devenir intervenant. Alors, n'importe qui peut du jour au lendemain dire « j'ai eu des chiens toute ma vie » ou « j'ai jamais eu de chien, mais ça me tente de travailler avec des chiens et commencer comme ça ». Cependant, il existe des formations, il existe des certifications. Ce n'est pas nécessaire en soi pour devenir intervenant, mais ça donne une certaine crédibilité, une certaine validité et c'est un métier important. Pas juste dans le sens où c'est important d'avoir des intervenants, c'est on travaille avec des animaux qui ont un potentiel de dangerosité dans certains cas, qui peuvent mordre des personnes. Je travaille principalement avec des cas d'agressivité ou de réactivité. Je ne peux pas m'improviser, je ne peux pas faire n'importe quoi. J'ai la responsabilité du chien, mais des personnes autour du chien aussi en jeu. Alors, quelqu'un qui s'improvise, c'est dangereux. Mm-hmm. Quelqu'un qui n'a pas les bonnes connaissances, les bonnes informations pour intervenir auprès de l'animal, c'est dangereux. Alors, non, c'est pas réglementé. N'importe qui peut s'improviser, mais c'est dangereux. Il y a des formations, il y a des certifications qui existent, qui valent la peine d'être faites pour démontrer que c'est un métier sérieux, c'est quelque chose d'important, et de montrer au public que, regardez, il y a des choses qui valident un peu nos compétences, nos connaissances, et qui vous assurent une certaine protection également. Fait que c'est important pour les gens qui cherchent un intervenant d'aller chercher les gens qui ont une certification, qui ont des connaissances basées sur des études, sur des cas, sur plusieurs choses. Exactement. Il y a les associations comme l'APCP, l'Association professionnelle des comportementalistes praticiens, qui ont un code de déontologie à suivre, que les membres doivent passer. Il y a le RQIEC, le Regroupement québécois des intervenants en éducation canine. Et il y a d'autres certifications aux États-Unis aussi, comme, je ne connais pas tous les noms, là, mais le PPG, l'APDT et toutes ces choses-là, qui sont des certifications qui valident que l'intervenant se tient à jour, suit des formations, et respecte un code de déontologie qui consiste généralement à ne pas nuire à l'animal et à faire au mieux de ses compétences et ne pas aller au-delà de ses compétences aussi, principalement. C'est sûr. Donc, on peut passer à notre sujet. Oui. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la hiérarchie, la dominance? Alors, pour la hiérarchie et la dominance, c'est plein de choses et une chose spécifique en même temps. Au sens humain du terme, c'est des interactions sociales basées sur des rapports de subordination. Alors, une hiérarchie, c'est juste ça, ce sont des rapports de subordination qui structurent des interactions sociales. Pour mettre en place maintenant ces rapports de subordination-là et de structurer des interactions sociales, ça prend des capacités cognitives assez complexes, assez élevées, parce qu'il faut extrapoler des concepts quand même assez abstraits qui sont très difficiles à comprendre chez les animaux. À la base, c'est l'humain qui a développé la hiérarchie pour gérer ces interactions sociales à partir des petites tribus dans le temps dans la préhistoire, parce que un individu était plus fort, puis OK, on considère que lui, c'est notre chef. Bien, ça commence à former une hiérarchie, mais c'est l'attribution d'un rang de subordination à un individu qui va gérer le groupe, qui va avoir des responsabilités. On va accorder une forme de respect à l'autorité, à la hiérarchie. Alors là, c'est plein de choses d'un coup. Où est-ce que ça prend une notion de respect, de morale, de est-ce que c'est bien ou non de respecter la hiérarchie? Est-ce qu'on doit respecter l'autorité? Alors déjà, est-ce que les animaux ont cette notion de respect-là permettant de respecter la hiérarchie mise en place? Ensuite, il faut être capable, j'imagine, d'analyser aussi nos relations, leur relation de toi puis moi. Il faut être capable de se dire, moi, je suis plus fort que toi. J'imagine, en tout cas, c'est ce absolument. Que je comprends. Des rapports de force, il y a différents aspects qu'on peut considérer.
les rapports de force sont quelque chose qui est quand même observable et qui est quantitatif d'être plus fort. Deux animaux, il y en a un qui va être plus fort, un autre plus faible. C'est quantitatif, ça peut se calculer, ça peut se quantifier. Mais des valeurs qualitatives, où est-ce qu'on met une valeur à un individu de « toi, tu as une valeur intrinsèque supérieure », c'est beaucoup plus difficile pour un individu à conceptualiser comme ça, de s'accorder une valeur de subordination, de dire « moi, je suis supérieur à toi », pas en force, pas en termes d'accès aux ressources, en termes de juste supérieur. Pour quelle raison je suis supérieur? J'ai décidé que... On m'accorde un rang de supériorité. C'est très subjectif, c'est très abstrait comme concept, que jusqu'à présent, les animaux, on n'a pas découvert cette capacité-là chez les animaux. Beaucoup d'animaux sont très intelligents, sont capables de faire des calculs quand même assez simples d'addition, de soustraction, des choses comme ça, de plus ou moins, plus grand, plus petit, des rapports d'ordre quantitatif. Les animaux sont capables de les concevoir. Mais des rapports qualitatifs, si je présente par exemple un billet de 20$ et un billet de 100$ à un animal, pour lui, c'est un morceau de papier avec des chiffres dessus. Il ne va pas accorder une valeur plus ou moindre à un ou l'autre. C'est nous qui accordons une valeur supérieure ou inférieure au billet. Un peu le même principe que les jeux de cartes. C'est souvent un exemple que j'aime beaucoup dans les jeux de cartes. C'est quoi la carte la plus haute dans un jeu de cartes? Le roi? Le roi, non, c'est Oui, le Joker. Ah. Mais est-ce qu'on joue avec le Joker tout le temps? Non, pas nécessairement. Alors, OK, des fois, c'est le roi, mais des fois, c'est l'as. Au trou de cul, c'est le 2. Alors, C'est vrai. les valeurs sont subjectives et l'humain applique une valeur différente selon le contexte, selon chaque chose. Mais pour l'animal, un jeu de cartes, ce sont des cartes. Il va être capable de voir qu'il y en a plus dans une pile, moins dans une autre. Si on lui apprend les chiffres, il va être capable de placer les chiffres dans un ordre, mais la valeur subjective de la carte, il ne va pas être capable de la conceptualiser. Et c'est un petit peu le même principe dans un contexte d'organisation sociale. Basé sur une hiérarchie, l'animal doit s'accorder une valeur subjective qui est très complexe à mettre en place et que jusqu'à présent, on n'a pas démontré comme ça. Surtout que toutes les interactions sociales chez les animaux, on peut facilement les expliquer sans avoir recours à un concept de hiérarchie. Puis, qu'est-ce que tu aurais à dire, mettons, sur les meurtres de loups? Puis, parce que je pense que c'est là-dessus qu'on se base pour la plupart, là. Exactement, ça vient un petit peu de là. C'est de... j'ai oublié le premier nom, mais il y avait Meach et un autre chercheur juste avant lui qui observaient les loups et qui ont amené le concept un peu de dominance, de hiérarchie de chef de meute. C'est en observant des loups, en premier lieu en captivité, qui ont vu que il y avait un loup qui avait plus d'accès aux ressources et d'autres moins accès, et ça faisait une structure assez linéaire avec eux. Et donc, l'humain étant l'espèce hiérarchique par excellence, on a souvent tendance à faire de l'anthropomorphisme et de dire, ben, les animaux font ça, les humains aussi, on a ça, donc on va l'appliquer aux animaux. Alors, c'est facile de voir, les loups interagissent d'une certaine façon linéaire, c'est une hiérarchie, on a un supérieur hiérarchique et il y a les subalternes par la suite qui viennent en dessous. Et lorsqu'on continue leur recherche en transférant avec des loups en milieu sauvage, là, ils ont vu, les interactions sociales sont complètement différentes. Là, c'est plus des interactions juste linéaires, là, c'est papa-maman qui gère un peu la meute. Et il n'y a plus de même structure hiérarchique comme il avait été observé avant. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça que c'est autant différent? Là, ils ont changé un peu les terminologies, ils ont changé les termes. Où est-ce que là, l'alpha, ça ne représente pas celui qui est au sommet. L'alpha, c'est le couple reproducteur chez les meutes de loups. Alors là, le couple reproducteur devient le couple alpha qui, eux, se reproduisent. Mais alpha fait-il en sorte qu'ils sont des supérieurs hiérarchiques ou c'est juste des loups reproducteurs? C'est ça. Et là, par la suite, la distribution des ressources, lorsque ce sont tous des loups qui ne sont pas de la même famille, mais juste mis ensemble, bien oui, ça va aller généralement au plus fort, au plus motivé, parce qu'il y a plus de capacité d'avoir accès aux ressources.
est-ce que les autres loups vont lui accorder une valeur subjective supérieure? Ça serait très difficile à considérer, alors que juste, si j'essaie de prendre la ressource, puis lui il est là, il va me péter la gueule. C'est plus ça qui va gérer l'interaction là-dessus, et ça va se baser sur deux choses. Toutes les espèces vivantes ont deux buts principaux, soit avoir le plus de bien-être possible et éviter le plus de mal-être possible. Alors, dans les interactions sociales, ils vont faire ce qu'il faut pour obtenir le plus de bien-être possible, mais éviter le plus de mal-être possible. Alors, si deux individus veulent avoir, deux loups, par exemple, veulent avoir accès à une même ressource, il peut y avoir un conflit qui va rentrer en jeu. Ça peut mener en bataille, mais ça peut juste être des grondements, des choses comme ça, un loup qui va plus s'imposer. Et le loup le plus motivé, le plus fort, va généralement prendre le dessus, avoir accès à la ressource, et l'autre va juste se tasser. C'est pas par respect, c'est juste, je veux pas me faire péter la gueule. C'est assez normal et basique, et on peut l'appliquer à toutes les situations comme ça. C'est vrai que quand tu regardes, j'écoute beaucoup de documentaires, puis c'est tout le temps... Ben, les animaux, ils veulent survivre, fait qu'ils vont éviter le plus possible de nuire à leur survie. Fait que ça peut s'appliquer, mais on entend beaucoup le terme, en fait, alpha, on entend beaucoup le terme de dominance. Est-ce que ce terme-là a comme trop grossi pour finalement ce que ça voulait vraiment dire? C'est ça, la hiérarchie, lorsqu'on l'a appliquée au départ chez les loups, c'était selon des rapports de subordination de la même façon que chez les humains. Parce que l'humain étant ce qu'il est, on fait de l'anthropomorphisme au départ. Et donc, bon, c'est une structure... Est-ce que tu veux juste expliquer c'est quoi de l'anthropomorphisme? Oui, parfait. C'est le fait d'accorder aux animaux des capacités humaines. Alors, soit des émotions, des capacités cognitives, des choses comme ça, aux animaux. Dire, par exemple, la hiérarchie, c'est un bon exemple là-dessus. La notion d'amour intrinsèque, par exemple, de se dévouer corps et âme à l'autre, par exemple, est une notion plus humaine qu'animale. Alors, les animaux peuvent aimer certaines choses, mais c'est pas du même point de vue que l'humain quand même là-dessus. Alors, ça en est quelques-uns. Comme ça, la jalousie, par exemple, en est un bon exemple d'anthropomorphisme. Ah, il est jaloux. Comme ça, alors, non, c'est pas de la jalousie à proprement parler chez les animaux comme ça. Mais ça, si on s'embarque là-dedans, c'est sûr que ça va faire une grosse dérive. Mais merci, c'est plus clair. C'est ça. Mais ça, alors, au préalable, lorsqu'on a appliqué la hiérarchie chez les animaux, c'était d'un point de vue humain un petit peu. Et par la suite, lorsqu'on a commencé à le voir dans notre contexte, puis essayer de l'appliquer dans d'autres contextes, ça marche pas. Donc, OK, je vais modifier un petit peu la hiérarchie pour que ça s'applique bien au concept. Alors là, en éthologie, on commence à mixer un petit peu les choses, puis OK, là, c'est pas la hiérarchie de subordination, mais il y a quand même un ordre chez les animaux. Bon, comment qu'on va appeler ces interactions sociales-là? On va garder le mot hiérarchie parce que ça fait beau, mais là, ça ne veut plus dire des rapports de subordination, c'est juste un ordre de priorité d'accès aux ressources. Alors, en éthologie, maintenant, quand on parle de hiérarchie, parce que le terme est encore appliqué en éthologie, c'est plus des supérieurs ou des inférieurs subjectifs, c'est pas des rapports de subordination basés sur un respect de l'autre, c'est une priorité d'accès aux ressources tout simplement. Celui qui a le plus accès aux ressources ou à la reproduction ou à d'autres choses comme ça va être le supérieur hiérarchique. Celui qui a le moins d'accès aux ressources va être en bas dans la chaîne hiérarchique. Mais c'est strictement une interprétation humaine des interactions des animaux. C'est pas les animaux qui, entre eux, se disent « on va mettre en place une hiérarchie et on va baser nos interactions sociales sur cette hiérarchie-là ». Et leurs interactions sociales sont souvent très variables. Donc, c'est pour ça que ça ne peut même pas s'appliquer. Le but d'une hiérarchie, c'est d'être respecté et appliqué. Si ça varie toujours selon chaque petit détail qui change, c'est vrai. Il n'y a plus place à avoir une hiérarchie. Et comment ça peut s'expliquer, ces changements-là fréquents? C'est pas parce que c'est une hiérarchie, c'est parce que les capacités et les compétences, les apprentissages des animaux varient au fil du temps et donc, ils vont s'adapter. Il faut quand même voir que la hiérarchie, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est excellent à appliquer chez les humains parce que sans avoir développé une structure hiérarchique,
ce serait complexe de gérer toutes nos interactions sociales qui sont assez complexes chez les humains. On a des professeurs à l'école qui sont les supérieurs des élèves, le directeur qui est supérieur au professeur. Alors, juste déjà à l'école, il y a une hiérarchie et on doit accorder un respect à cette structure-là. Dans l'armée, c'est l'exemple parfait pour les structures hiérarchiques. J'ai pas besoin de me battre avec un capitaine pour savoir que, OK, c'est mon chef. Non, j'ai juste à avoir ces 2 barres sur l'épaule et, OK, c'est lui le supérieur hiérarchique. J'ai même pas eu besoin d'entrer en interaction avec lui pour le savoir. Je dois respecter son rang hiérarchique comme ça. Alors, c'est à ça que ça sert, la hiérarchie, c'est à être respecté et appliqué et ne pas changer tout le temps comme ça. Puis, mettons, la relation entre un chien et son propriétaire, son tuteur, il faut revoir le concept de hiérarchie, mais il faut quand même que le chien écoute le propriétaire pour 1001 raisons, là. Absolument. En fait, c'est la raison pour laquelle on parle beaucoup de hiérarchie, puis on veut vraiment s'attarder à ce sujet-là, c'est parce que, bon, le mot en soi, si on l'utilise mal, si on en parle mal, si on ne comprend pas la définition, c'est tel que tel. La problématique vient au moment où on applique on interagit avec les animaux en fonction d'un concept, soit qu'on comprend mal ou qui est erroné, et qu'on nuit à l'animal comme ça. Et c'est ça qu'on voit beaucoup de nos jours, et ça depuis longtemps, à partir du moment où le concept de hiérarchie est né un petit peu, on s'est dit, ah, il y a une hiérarchie chez les loups, il doit y en avoir une chez les chiens aussi, parce que les chiens descendent des loups. Si les chiens sont hiérarchiques entre eux, ben, on doit être hiérarchique aussi avec les chiens, on doit dominer notre chien, on doit être le mâle alpha de nos chiens pour montrer c'est qui le chef. Et on a souvent la vision qu'un chef doit être solide, fort, et donc retourner le chien sur le côté, lui montrer que c'est nous le boss, tout ça par la force. Et c'est là où le concept de hiérarchie devient problématique. C'est lorsque on commence à tenter de l'appliquer avec nos animaux, à dominer nos animaux. Alors, déjà que les animaux entre eux ne sont pas capables de s'accorder des rangs de subordination, ils ne peuvent pas nous accorder non plus il ne peut pas se dire qu'il est supérieur ou inférieur. Si je retourne un chien sur le dos pour lui montrer que c'est moi le boss, tout ce que le chien comprend, c'est ça fait peur, j'aime pas ça. Puis si je suis assez fort, ben oui, il va finir par arrêter de bouger parce que je le maintiens au sol comme ça. Et c'est pas le fun à passant, ce n'est pas quelque chose à faire, mais c'est pour expliquer que chercher à dominer un animal, non seulement ça ne s'applique pas, mais ça revient souvent à lui faire peur, à lui faire mal. Et oui, l'animal va finir par céder parce que le chien a un niveau de résilience tellement élevé, il peut accepter tous les désagréments qu'on va lui infliger et malgré tout revenir vers nous pour avoir le minimum de bien-être qu'on peut lui offrir. Quand je disais que toute espèce vivante cherche à être heureux et à éviter les mal-êtres, ben c'est ça, le peu de bonheur que le chien peut avoir lorsqu'on ne le retourne pas sur le dos, lorsqu'on ne le choque pas, lorsqu'on ne fait pas de choses comme ça, il va le rechercher puis il va essayer de le faire quand même, comme ça. Puis est-ce que ça s'applique, dans le fond, si je comprends bien, ça s'applique à tous les animaux, entre eux, avec les humains, etc. Fait que 2 chats qui se battent, il n'y a pas de dominance là-dedans. Non, c'est ça. Lorsqu'il y a un conflit, il faut trouver la source du conflit. Généralement, les animaux n'entrent pas en conflit sans raison. Des fois, ça peut être pas sans raison, mais juste « je l'aime pas ». C'est possible aussi de « je l'aime pas », va-t'en, je me sens menacé ou tu es dans ma bulle. Ça peut être aussi simple que ça. Encore là, ne pas aimer l'autre individu, vouloir le distancer, c'est pas parce que je suis supérieur à toi, tu es inférieur ou vice-versa. C'est juste ta présence me menace. Pour de l'accès à des ressources, c'est souvent ça qu'on va voir principalement. Ben, si 2 chats se battent, par exemple, pour avoir accès au même spot au soleil d'arbre à chat, c'est pas parce qu'il y en a un qui est au sommet de l'arbre à chat, qui est tout beau, qui est supérieur à chaque c'est juste ça, c'est le spot le plus intéressant. Et ils vont entrer en conflit pour avoir accès à ça. Celui qui a gagné le conflit va rester là. Il n'est pas supérieur parce qu'il a gagné. Il a juste été plus fort, plus motivé, ou il a mieux appris à menacer l'autre
comme ça pour y avoir accès. C'est que j'ai l'impression que ça a été l'excuse la plus facile aussi, aussitôt qu'il y avait des comportements confrontants ou qu'on voit qu'il y a de la réactivité, ou ça a été « Ah, ben il est dominant, c'est pour ça. Il protège, c'est parce qu'il est dominant. » Fait tout est dominant. Oui, ben c'est ça. C'est parce que je pense qu'on se pose juste pas assez de questions du pourquoi, du comment. Fait que là, il est dominant, ben c'est tout. J'ai juste à le mettre, le revirer sur le dos, puis le problème va être réglé. Ça, c'est effectivement facile. C'est facile de dire, il est dominant, je vais le dominer, ça Problème finit là. réglé. Et donc, dominer consiste souvent à inhiber le chien, lui faire peur, lui faire mal. Et quand je dis faire peur, faire mal, retourner sur le dos, choquer le chien. Si le chien arrête de produire le comportement, c'est nécessairement parce que c'est désagréable. Si on utilise peu importe le collier, ça peut être même un collier plat qu'on donne des petits coups dessus. Si le chien arrête de tirer ou de japper à force de petits coups sur le collier plat, c'est parce que c'est assez désagréable pour cesser le comportement. Là, on pense que notre chien est dominant, mais on lui a montré c'est qu'il bosse en lui donnant des coups dans le collier. Non, il ne comprend pas qu'il doit se soumettre. Il comprend juste que ça fait peur, ça fait mal de produire ce comportement-là. Et face à quoi? Mais face à ce qu'il fait réagir. Si j'ai un chien qui réagit face à un autre en jappant ou en grognant, et que je le choque à chaque fois, qui réagit, mais tout ce que je lui montre, c'est les autres chiens, ça fait mal, ça fait peur, c'est pas le fun, mais t'es mieux de pas réagir parce qu'en plus du fait que ce soit pas le fun, ça va être encore plus désagréable lorsque tu vas réagir comme ça. Et là, on se prend comme le mâle alpha en faisant ça. Puis moi, je trouve ça toujours drôle dans les définitions. Alpha maintenant fait référence au couple reproducteur. Alors, ceux qui se prennent pour l'alpha avec leur chien, je sais pas ce que tu veux faire avec ton chien, mais... Mais c'est quoi tu conseillerais... Excuse-moi, tu Non, parles? Je vais pas te parler. C'est correct. Tu sais, c'est quoi la relation que les gens devraient avoir avec leur animal? Une relation de confiance, je dirais. C'est que le chien sache que... l'animal tout court sache ce qu'il a à s'attendre de nous. Et idéalement, qu'il s'attende à quelque chose d'agréable avec nous. L'animal ne se compare pas à nous d'un point de vue de subordination. Il ne va pas se dire qu'on est supérieur ou inférieur à lui, ni même égal. Les concepts de supériorité, d'infériorité ou d'égalité, l'animal ne l'a pas, ce concept-là. Alors, il ne se considère pas avec nous d'un point de vue hiérarchique, il fait juste être en relation avec nous tout simplement. Et c'est tout. Il n'y a pas plus de considération qu'on a de l'animal. L'animal peut aimer interagir avec nous, peut ne pas aimer interagir avec nous, peut avoir peur d'interagir avec nous ou de faire certains comportements avec nous, ou peut avoir plaisir à faire plus de comportements avec nous. Mais c'est ça qu'on voudrait bâtir, ou du moins ce que je veux bâtir comme relation avec l'animal, c'est qu'il ait du plaisir à être avec moi. Et s'il y a des comportements problématiques, ce n'est pas de lui montrer que je suis le boss et qu'il doit m'obéir, c'est de montrer que ces comportements-là, au lieu de les faire, je vais t'aider à te sentir bien pour ne pas avoir à être réactif, par exemple, ou au lieu de faire des comportements problématiques, fais tel autre comportement que je préfère à la place. Alors, on veut soit entraîner les comportements désirés ou modifier les émotions désirables pour l'animal pour qu'il soit en mesure de nous écouter. Et un tuteur de chien, par exemple, qui est débutant, il vient d'avoir un chiot qui veut justement développer une relation de confiance avec son chien, où il peut trouver les bonnes façons. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils font ce qu'on s'est fait dire toute notre vie, justement, de tirer un peu sur la laisse, comme ça il va comprendre que faut pas qu'il marche trop vite, faut qu'il marche à côté de moi, Fait que, oui, ils peuvent trouver l'information. Une petite recherche sur Google, sur YouTube, quoi faire avec mon chiot. Caniscience. Non, oui, merci. Mais non, effectivement, c'est très difficile dans notre domaine de trouver des bonnes sources d'informations parce que, comme je disais, n'importe qui peut s'improviser. Ouais. Et malheureusement, sur justement Google, YouTube, quand on fait juste une recherche rapide, c'est malheureusement principalement des mauvaises informations qu'on va retrouver au départ. Alors, c'est pas de faire des petites recherches comme ça, mais c'est d'aller consulter directement
des intervenants qui sont membres d'une association, d'un regroupement, qui sont certifiés, avec un bon code de déontologie qu'ils respectent aussi. Parce qu'il y a certaines... il y a des codes de déontologie qui peuvent être bien beaux, mais que les membres ne respectent pas l'ensemble du code de déontologie. Alors, ça, c'est possible aussi dans certains regroupements, mais c'est de se renseigner auprès de personnes qualifiées, tout simplement, et non de faire des petites recherches rapides, ou non plus de se baser sur « j'ai eu des chiens toute ma vie » ou des chats toute ma vie, donc je vais y aller avec ce que je connais déjà. Oui, des fois, ça peut bien fonctionner. Oui, l'expérience peut être pertinente dans certains cas, mais j'ai travaillé avec plus d'1 millier de chiens. Quelqu'un qui a eu des chiens toute sa vie en a eu, quoi, une dizaine de chiens. Donc, j'ai l'expérience avec plus d'1 millier de chiens avec lesquels j'ai travaillé. Et je prends la peine de me remettre en question pour chacun de mes cas. J'aime beaucoup les statistiques, j'aime beaucoup toutes les études. Alors, tous mes cas sont documentés. Je réévalue tous mes cas, je prends tout en considération de, OK, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, dans quel état l'animal est. Alors, c'est 1000 cas de remise en question, de revoir au fur et à mesure versus j'ai eu des chiens toute ma vie. C'est de même, ça marche. C'est de même, ça marche. Et c'est souvent ça, peu importe le temps d'expérience qu'on a avec les animaux, peu importe le nombre d'animaux qu'on a avec lesquels on a travaillé, si on ne se remet jamais en question, je dis toujours, la remise en question, c'est ça qui nous permet de progresser. Sans remise en question, on expérimente son incompétence, un peu. J'aime ça. Si on commence en faisant quelque chose, qu'on croit que ça marche, puis qu'on fait juste répéter ça, puis comme je dis, choquer un chien, ça marche. Le chien, il va arrêter de réagir, il va marcher au pied parce que il en est obligé. Alors, oui, c'est sûr que si je choque 1000 chiens, ça, puis je continue parce que ça marche, j'ai rien à dire, ça marche effectivement. Est-ce que le chien il aime ça? Assurément non, parce que s'il aimait ça, il continuerait à tirer, il continuerait à réagir. Est-ce qu'on peut faire autrement? Absolument. Et pas mal tous les intervenants compétents le démontrent assez bien qu'on peut faire autrement, qu'on n'est pas obligé de dominer notre chien, qu'on n'est pas obligé de dominer notre animal pour interagir avec lui, qu'on peut collaborer avec lui, qu'on peut le motiver à produire les comportements désirés. Et les comportements indésirés, on peut les modifier, on peut les rediriger. Alors, j'aime pas ignorer des comportements indésirés parce que ignorer, c'est comme la dernière étape. Tout ça, là, on entend souvent qu'il faut ignorer les comportements désirés, récompenser les bons comportements. C'est beaucoup plus complexe que ça et on n'a pas le temps de tout aborder ça. Mais pour ceux qui pensent que collaborer avec l'animal consiste à juste ignorer les mauvais comportements et récompenser les bons, c'est pas du tout ça. C'est plus complexe que ça. Ça va être long en chien. Mais c'est ça. Mais fait que de vraiment aller chercher l'expertise d'un intervenant. Là. En plus, il y en a tellement plein qui se forment. Là. Je pense que ça va être de plus en plus accessible, surtout pour les chiens. Les chats, ça commence à se répandre un peu partout. Puis les oiseaux aussi, comme on a vu, on a accueilli pour les oiseaux. Fait que je pense que des intervenants en comportement, si on cherche un peu, on peut en trouver. Là. Absolument. Puis, avec les chiens, on a eu le désavantage où ça a commencé un peu avec des dresseurs, avec les techniques de dressage, et ensuite, ça s'est développé avec des techniques en collaboration avec l'animal. Avec les chats, on a l'avantage qu'il n'y en a pas beaucoup, et on a tenté dès le départ de bien commencer, et chez Chatter, on forme notre compétition de la meilleure façon, je l'espère, et donc, ça permet qu'au moins chez les chats, on n'a pas de mauvaise entrée dès le départ. Il ne faut pas déconstruire quelque chose avant de C'est ça. Il y a quand même toujours l'aspect qu'on applique souvent ce qu'on connaît à ce qu'on ne connaît pas parce que c'est ce qu'on pense. Alors, il y a beaucoup d'applications que les personnes tentent de faire avec les chiens, avec les chats. Puis, en tant que tel, oui, c'est une très bonne logique. On intervient pratiquement de la même façon avec les chiens qu'avec les chats. Mais de la même façon, ça veut dire en collaborant avec, en travaillant de la bonne façon, comme ça. C'est pas en retournant... Essaye de retourner un chat sur le dos pour lui montrer c'est qu'il bosse.
t'as plus de main, plus de peau, Non, plus de c'est face. ça. C'est pour ça on est capable de le faire avec les chiens parce que les chiens ont un niveau de résilience super élevé. Les chats sont pas capables de faire ça. Et je trouve ça tout le temps drôle. Souvent, les personnes qui tentent de faire ça avec les chiens se disent un loup, c'est comme les loups. Donc, il faut faire comme avec les loups. Essaie de revirer un loup sur le dos pour voir. Ça risque d'être la dernière chose que tu vas faire de ta vie. Comme ça. Alors, c'est vraiment une relation de collaboration, une relation de confiance. C'est vraiment ça, je crois, qui est important d'établir avec l'animal. Et ça se fait très bien. Juste de penser au bien-être, dans le fond, tu sais, du chien, ben de l'animal, là, c'est de... Tu sais, ça doit faire mal, se faire donner un coup dans la gorge, là. Fait que pourquoi le faire subir à un animal? La raison est simple un peu. Le bien-être, effectivement, est important, mais c'est un petit peu subjectif pour chaque personne. Et il y a souvent l'aspect que on croit souvent que c'est ça qu'on doit faire pour le bien-être de l'animal aussi. Si je le choque pas, il va m'arracher le bras, il va aller mordre quelqu'un, il va aller faire ça. Donc, je dois le choquer pour qu'il soit bien et pour assurer la sécurité. C'est souvent ça qui vient comme raison là-dessus. Alors qu'on sait que non seulement c'est pas vrai, ça augmente souvent la réactivité et l'agressivité. Il y a des techniques plus efficaces, plus sécuritaires, moins désirables pour le chien qui permettent d'assurer une sécurité, qui permettent de bien entraîner le chien. Mais c'est souvent cet intérêt-là. Les dresseurs, lorsqu'ils utilisent ces outils-là, ils le font dans l'objectif de favoriser le bien-être de l'animal. Ils se disent que il doit avoir un collier électrique, il doit avoir un choke, parce que s'il n'y a pas ça, il devient dangereux, ou il va réagir, ou la personne ne sera pas capable de le maîtriser. Et c'est simplement, c'est la facilité un peu. C'est facile de choquer un chien, c'est facile d'électrocuter un chien. Et quand on ne sait pas faire autrement, c'est ça qu'on va mettre en place. Comme ça. Puis je pense que, ça c'est vraiment selon moi, mais je pense que ça a été au fil des années banalisé aussi. Puis tu sais, on a commencé à appeler ça des colliers d'éducation ou de dressage à la place de carrément un collier étrangleur parce que c'est ce que c'est. Puis au fil des années, ben c'est tellement utilisé qu'on est comme, bah, ben là, si tout le monde l'utilise, ça doit pas être si pire que ça. Puis on en oublie le fait que, oui, c'est un méga coup avec une chaîne direct dans le trachée de ton chien, là. Oui, c'est ça. Et il y a un petit peu des euphémismes qui sont utilisés, le collier électrique, collier électrostatique. Honnêtement, rendu là, je m'en fous un peu de si on dit collier électrostatique, OK, appelle ça comme tu veux. Est-ce que ça arrête le comportement problématique du chien? Oui, OK. C'est un chien qui jappe par réactivité. Généralement, l'émotion est très forte, très élevée. Il reçoit un choc électrostatique dans le cou. S'il arrête de réagir, c'est parce que le niveau d'inconfort ou de douleur est assez élevé pour arrêter la réactivité. Et souvent, les personnes me disent « Ouais, mais c'est parce qu'avec la bouffe, ça ne marche pas. » OK, alors, la bouffe, qui est généralement une des plus fortes motivations pour le chien, ne marche pas, mais un choc électrostatique qui ne fait pas mal au chien fonctionne. Pas sûr de ça. Je pense que le choc électrostatique est assez élevé pour que ce soit encore plus fort comme désagrément que l'agrément que peut amener la nourriture. Comme ça, c'est vraiment ça là-dessus. Si ça marche, c'est parce que c'est désagréable, parce que c'est assez douloureux, désagréable pour l'animal pour que ça fonctionne. Alors, peu importe, c'est bien utilisé, ben, c'est ça. C'est bien utilisé, c'est que ça fait mal à l'animal, juste assez pour qu'il arrête. Qu'est-ce que tu conseillerais, mettons, très, très brièvement, là, pour des chiens qui jappent? Parce que je vois souvent ça. Nous, l'humain, on trouve ça désagréable, c'est bruyant, on veut pas déranger. Puis, tu sais, fine, je comprends. Je veux dire, on veut pas déranger les voisins, on veut pas de plainte. Qu'est-ce que tu conseillerais pour des chiens qui jappent? Oui, il montre que c'est nous le boss. Donc, c'est moi le boss. Non. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre principalement de la raison pour laquelle le chien jappe. Si le chien jappe en réaction à quelque chose, on va devoir associer ce à quoi il jappe à quelque chose d'autre, quelque chose d'agréable, comme généralement la nourriture fonctionne très bien. Puis, pourquoi on utilise la nourriture? Parce que ça marche, parce que c'est agréable pour le chien. Pas juste ça marche et désagréable, non, ça marche et c'est agréable. Ça peut être un jouet, ça peut être autre chose, mais
il jappe face à quelque chose qui le fait réagir, ben maintenant, quand tu vois ça, c'est le fun, reviens vers moi, c'est ça qu'on veut entraîner. Si le chien jappe face à nous pour avoir notre attention, pour avoir de la nourriture ou autre chose, là, c'est le seul petit contexte où est-ce qu'on va soit l'ignorer ou on peut l'entraîner à OK, tu veux de l'attention, va prendre un jouet, viens me voir avec un jouet pour avoir de l'attention. Alors, on va lui mettre un jouet dans la gueule. Tu peux moins japper avec un jouet, tu vas avoir ce que tu veux avec un jouet dans la gueule. S'il jappe par anxiété, on va traiter la source de l'anxiété. Mais on va travailler sur la raison du jappement et non le jappement en soi. Et ça marche, c'est efficace, c'est rapide. Il faut juste prendre la peine de bien le faire. Si le chien jappe, je ne prends pas la peine d'évaluer le pourquoi il jappe, puis j'essaie de montrer que c'est moi le boss en mettant un collier électrostatique. Puis à chaque fois qu'il jappe, il y a le choc, il y a le choc. J'ai aucune idée de pourquoi il jappe. Il jappera plus. Mais il va pas être bien à toutes les fois qu'il va être dans le contexte où, au départ, il jappait. S'il jappait en voyant un autre chien, il va avoir peur de se faire choquer. S'il jappait pour avoir de l'attention, il va avoir peur quand il va nous voir pour avoir de l'attention. S'il jappe par anxiété, imaginez le niveau d'anxiété que ça va augmenter. Alors, inhiber le comportement par la peur, par la douleur, revient toujours à faire. Le chien va finalement avoir peur de reproduire le comportement. Puis c'est de mettre un plaster. Et c'est mettre un plaster sur le bobo. Et souvent, ça augmente. La première source de l'agressivité, c'est la peur. Si on fait peur au chien pour inhiber des comportements, ça augmente significativement le risque d'agressivité. Et c'est juste une bombe à retardement. Est-ce qu'on a le temps pour les questions? Un petit peu, oui. Donc, on avait pris quelques questions des gens. Là. Pourquoi mon chien ne m'écoute pas? Ça va dépendre de pourquoi, mais c'est pas qu'il ne nous respecte pas notre... la hiérarchie, la hiérarchie. C'est ça? Alors non, effectivement, c'est pas parce qu'il n'y a pas de respect pour nous. Mais effectivement, il n'y a aucun respect pour nous. Il n'y a pas la notion de respect. Alors, n'ayant pas la notion de respect, il ne peut pas nous respecter et on ne veut pas qu'il nous écoute par respect. Alors, s'il ne nous écoute pas, c'est probablement parce qu'il n'est juste pas assez motivé, qu'il est trop distrait, qu'il n'a pas appris tout simplement ce qu'on veut. Alors, si je demande par exemple à un chien de s'asseoir, puis qu'il n'a pas appris à s'asseoir, c'est normal Ça va être difficile. qu'il n'écoute pas. Si je demande à un chien de s'asseoir pendant qu'il est déjà en train de faire autre chose, pendant qu'il est distrait, ben, ça se peut effectivement qu'il ne m'écoute pas. Alors, je veux avoir l'attention du chien pour lui demander quelque chose. Je veux qu'il soit motivé. Puis motivé, ça peut être, oui, avec de la nourriture, ça peut être avec des jouets, ça peut être avec juste notre enjouement. Les chiens ont du plaisir quand même quand on est en jouet avec eux, tout ça. Mais il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'il y ait une raison de s'asseoir. On ne va pas toujours avoir à payer ou à récompenser, mais il faut quand même que le chien ait cette envie-là de le faire. Si nous, on travaille, on fait des tâches difficiles sans être payé, ça va être plate, puis à un moment donné, on va finir par ne pas travailler, tout simplement, puis on va arrêter. Mais c'est la même chose pour le chien. S'il travaille sans être récompensé, Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Ben là, ça peut être parce que s'il le fait pas, il se fait choquer. OK. Ouais, c'est une autre, c'est une autre histoire, ça, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ça de « Ah, mais je veux qu'il fasse ça pour moi. » Oui. Il le fera pas pour vous. Les chiens, les animaux ne font rien pour nos beaux yeux. Ils doivent avoir la motivation nécessaire. Et la motivation nécessaire peut passer effectivement par plein de choses. L'interaction avec nous, les chiens ont une prédisposition à aimer les interactions avec les humains. La simple interaction avec nous peut être intéressante pour eux. Cependant, dans beaucoup de cas, c'est pas suffisant. Dans beaucoup de cas, il faut quand même motiver davantage l'animal. Nous, on a plusieurs motivations. L'argent étant une des premières motivations, la nourriture, le sexe, les interactions sociales, le jeu, les choses comme ça. Ben, pour les chiens, la nourriture, c'est pas mal la principale motivation. Il y en a d'autres qu'on va moins utiliser, mais les jouets, les interactions sociales, les odeurs, c'est toute une motivation possible qu'on peut utiliser avec le chien. Mais il faut qu'il ait envie d'interagir avec nous. Il ne le fera pas pour rien. Et encore moins pour nos beaux yeux.
Et pourquoi mon chien veut m'embarquer dessus? Ça, on voit ça des fois, les Oui. chiens qui veulent... Embarquer, il y a soit le chien qui tente de nous zigner comme ça revient souvent à Oui. il tente de dominer, tout ça, que ce soit un autre chien ou que ce soit sur nous. Le chevauchement, le zignage, c'est souvent c'est un signe de dominance. Non, si c'est un chien non stérilisé, ça peut être pour de la reproduction, une tentative de reproduction. S'il est stérilisé, le chevauchement peut être un exutoire un petit peu au stress, ça peut être une forme de jeu, ça peut être juste qui aime ça. Ça peut être agréable pour lui tout simplement et il a du plaisir à faire ça. Mais c'est pas un signe de dominance, c'est juste il aime faire ça. Pourquoi? Parce que c'est le fun. Et sinon, ça peut être un exutoire au stress, alors il peut être stressé et son exutoire, c'est d'aller chevaucher. C'est encore beaucoup de possibilités qu'il faut se poser la question, en fait. C'est ça. Alors, il y a plein de raisons. Si le chien fait juste nous embarquer dessus, mettre les pattes sur nous, c'est souvent pour avoir une interaction avec nous. C'est le fun de venir se coller, de venir se faire flatter. Alors, nous embarquer dessus peut être de vouloir une interaction tout simplement aussi. Je me rends compte, c'est vraiment juste de regarder l'environnement et aussi les secondes avant le comportement qui est arrivé, voir pourquoi il jappe, pourquoi il embarque, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui est arrivé. Juste ça aussi va nous guider vers une... Agir sur la cause du comportement plutôt que... On peut pas... En mécanique d'apprentissage, il y a toute la petite formule de qu'est-ce qui se passe avant le comportement et la conséquence. On ne peut pas modifier le comportement. Je ne peux pas prendre un comportement puis le modifier. Je peux agir sur ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Et c'est effectivement ça qu'on va analyser, qu'on va observer. Ça, c'est de l'analyse fonctionnelle qu'on doit faire là-dessus. Mais oui, c'est difficile à faire. C'est des formations puis des cours de plusieurs heures qu'on fait juste pour comprendre l'analyse fonctionnelle. Et c'est complexe. Alors, lorsqu'on voit un comportement se produire, c'est beaucoup plus facile de dire « Ah, le chien fait ça parce qu'il est dominant » plutôt que de faire une analyse fonctionnelle du comportement. Il se dit « Ah, il fait ça parce que en produisant ce comportement-là face à tel stimuli, il a telle conséquence. Et là, il faut modifier la conséquence en fonction du stimuli pour modifier le comportement. » Beaucoup plus complexe que de se dire « Il est dominant, je vais le dominer. » Ça arrête là. Et qu'est-ce qu'on peut faire si notre chien grogne sur nous? Un chien qui grogne, il y a, à part les exceptions du chien qui grogne dans un état de jeu ou d'excitation, ça arrive souvent quand des chiens jouent ensemble, tog, il y a des grondements qui se font entendre. Mis à part ces contextes-là où est-ce que c'est le fun, on considère un chien qui grogne, il n'est pas bien. Il se sent menacé. C'est un sentiment de mal-être, c'est un sentiment de menace qu'il perçoit. On doit faire deux choses. Retirer la source de la menace et rassurer le chien. Alors, si c'est nous qui faisons grogner le chien parce qu'il nous perçoit comme une menace, eh bien, je veux le rassurer et m'éloigner. Alors, le rassurer, meilleure façon, pitcher de la bouffe au chien. Un chien qui grogne, j'y pitch de la bouffe. Il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit qu'il va manger la bouffe, soit qu'il ne mange pas. Si elle ne mange pas, je m'en vais. Je suis comme, t'es pas capable de manger, je m'en vais, je m'éloigne, je comprends que je suis une menace pour toi, je vais m'éloigner. S'il prend la peine de manger, je veux lui montrer, hey, je suis le fun, je te donne de la bouffe. Tu me grognes après, c'est pas grave. T'as peur de moi. T'as le droit d'avoir peur de moi, c'est correct. Je veux être le fun pour toi, je te donne de la bouffe, un jouet, des odeurs, peu importe, mais je te rassure. C'est pas une confrontation. C'est pas une confrontation, c'est le chien qui se sent menacé. Et oui, ça peut être une confrontation de deux chiens qui se grognent après comme ça, mais c'est deux chiens qui se sentent menacés, qui vont confronter l'autre dû à une menace. Mais le chien, il nous grogne pas après pour nous dire « Check, c'est moi le boss ». Il nous grogne après parce qu'il se sent menacé par nous. Et c'est à nous de lui montrer qu'on n'est pas une menace, qu'on est agréable pour lui. Et il y a... Il faut faire attention, là, à part le contexte de protection de ressources, où est-ce qu'on va faire attention si on donne la bouffe au chien, qu'il n'y a pas de protection de ressources. Mis à part des petits cas, il n'y a aucun mauvais moment pour donner de la bouffe à un chien. On peut toujours donner de la bouffe à un chien
Dans le meilleur des cas, on va le réconforter s'il ne se sent pas bien. Puis si le chien a produit un comportement, puis il est récompensé avec de la bouffe, puis c'est un comportement qu'on ne voulait pas, il ne se sent pas plus mal. C'est très facile de désentraîner un comportement qu'on a entraîné par accident. Mais le grognement, on peut toujours réconforter un chien. On peut toujours donner de la bouffe à un chien qui grogne pour le réconforter. Ça empirera pas. Ça ne va pas augmenter le grognement. Dans la majorité des cas, le grognement va diminuer. Pourquoi? Parce que le chien grogne parce qu'il ne se sent pas bien. Si je lui donne de la bouffe, puis il mange, ben je deviens le folle, il se sent mieux, il n'y a plus de raison de grogner. Si par accident, on entraîne le grognement, que le chien maintenant il grogne pour avoir de la bouffe, ben là, il va grogner parce qu'il se sent bien, mais tout son langage corporel va changer aussi. Là, il va grogner, il va se dandiner les fesses, il va être heureux, il va être « Hein? Je peux-tu avoir de la bouffe, s'il te plaît? » Il n'y a plus de risque de morsure, il n'y a pas de risque de se faire attaquer. Si ça nous tente, je peux ensuite entraîner le grognement sur demande ou juste en une petite session, arrêter le grognement de « Maintenant, quand tu grognes, je te donne plus de bouffe, mais tu te sens déjà bien. Mais un animal qui grogne, qui se sent pas bien, on peut toujours, il faut le réconforter. C'est ça qui est important. Un animal qui a peur, qui se sent pas bien, qui cherche un réconfort, on doit le réconforter. On ne peut pas récompenser la peur. On ne peut pas récompenser les comportements liés à la peur. Une dernière question, parce Oui. que le temps passe très vite. Aussi, par exemple, si mon chat sait qu'il ne peut pas monter sur le comptoir, puis qu'il monte pareil sur le comptoir, est-ce que c'est pour me dominer? Pour me montrer qu'il est plus fort que moi? Oui. En fait, si le chat monte sur le comptoir, il peut savoir les conséquences qui viennent avec ça. Il peut savoir que s'il monte sur le comptoir, pendant qu'on est là, il risque de se faire pousse-pouter d'eau, par exemple. Ça, c'est l'exemple classique là-dessus, le vaporisateur d'eau. Quand on n'est pas là, en passant, il sait que quand il monte sur le comptoir et qu'on n'est pas là, il n'y a pas de vaporisateur d'eau. L'animal n'a pas la conscience de règlement. Il ne sait pas qu'il n'a pas le droit de faire quelque chose ou qu'il a le droit de faire quelque chose. Le chat ne saura jamais qu'il n'a pas le droit de monter sur le comptoir. Il monte parce que c'est le fun pour lui. Il ne fait pas ça pour nous dominer. Il aime tout simplement être en hauteur ou avoir accès à la bouffe qui est sur le comptoir là-dessus. Par contre, ce qu'il va comprendre, c'est s'il est sur le comptoir et qu'on approche de lui avec un push-push à eau, il est mieux de s'en aller parce que sinon, il va se faire push-pouter d'eau. Et ça lui fait peur. Et donc, plus qu'on le répète, plus qu'on a juste à s'approcher du push-push à eau quand il est sur le comptoir, puis il va partir en courant. Mais là, ça devient de la peur là-dessus. Et ça marche. Il débarque à chaque fois du comptoir. Mais à chaque fois, il va remonter, puis à chaque fois, il faut le refaire. Puis quand on n'est pas là, il va le faire quand même. Alors, dans le même principe, tout comportement est désiré. Si on ne veut pas que le chat monte sur le comptoir, on doit trouver une alternative. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse à la place? Alors, je vais y mettre un arbre à chat près du comptoir, plus haut, plus intéressant que le comptoir. Je vais favoriser cet endroit-là. On va l'entraîner à y aller, on va mettre des gâteries, on va mettre des choses. Puis, hey, regarde, le comptoir, il est plate. T'as rien sur le comptoir. L'arbre à chat, il est hot. L'arbre à chat, t'as de la bouffe, il est plus haut, il est mieux positionné que le comptoir. Ça, c'est important. Souvent, le comptoir, il est bien positionné. Puis le chat va monter sur l'arbre à chat, pas pour nous dominer et être encore plus haut que nous, juste parce que ça va être plus le fun, tout simplement. Génial. Merci beaucoup, Cédric. Où on peut te trouver? Ici. Sur Facebook, ma page Caniscience, tout simplement mon site internet Caniscience aussi. Alors, on peut me contacter directement pour prendre... Je fais des consultations à domicile, en ligne. Je donne des formations et des conférences également sur le comportement. D'ailleurs, je voulais parler de ton site internet. Il y a des articles dessus qui vaut vraiment la peine d'être lus. Donc, je le conseille à tout le monde. Effectivement, là, mon site internet va bientôt changer un tout petit peu, mais oui, présentement, il est toujours accessible. Il va bientôt changer avec les mêmes articles, tout ça. Et comme je dis, je me remets toujours en question. Alors, mes articles sont souvent mis à jour également. Vous avez la date initiale de publication et la date de mise à jour également. Parce que j'acquiers des fois de nouvelles connaissances, de nouvelles choses, alors je fais des modifications souvent au fur et à mesure. Puis si je conclue là, rapidement, la hiérarchie comme on la pense, en fait, comme on la connaît, n'existe pas chez l'animal. Puis il faut souvent se poser la question du pourquoi, du comment, en fait. C'est plus ça. C'est ça. Alors,
des interactions sociales basées sur des rapports de subordination, non, c'est pas applicable chez les animaux. En éthologie, strictement, le terme hiérarchie est utilisé pour imager, pour donner un nom aux interactions sociales qu'on va structurer chez les animaux. Mais ce n'est pas les animaux qui développent une hiérarchie pour structurer ça. C'est les éthologues qui prennent les données, qui disent ça, c'est la hiérarchie, tout simplement. C'est l'humain qui aime ça, avoir. C'est ça, se donner des mots. Mais personnellement, je préfère tout simplement appeler ça priorité d'accès aux ressources. Parce que c'est ce que c'est. Ça représente directement ce que c'est. C'est pas ambigu dans tout ça. Il y a des interactions sociales basées sur la priorité d'accès aux ressources qui est appelée hiérarchie. Mais hiérarchie étant un terme trop galvaudé, si on fait juste appeler ça priorité d'accès aux ressources, ça dit ce que c'est. Puis c'est simple. C'est ça qui est ça. Comme ça. C'est ça qui est ça. Merci énormément d'être venu ici nous parler. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous.